Le véhicule est tellement gros que j'ai pas le choix de faire l'avant en deux parties. 1050 livres-pieds de couple. C'est ridicule. Puissance de kick d'en face. Salut! Ici, là, il est gros encore une fois. Hein? C'est le fun des gros véhicules. Donc, aujourd'hui, le Ford F250 XLT 2022. Là, vous allez me dire, Charles, pourquoi tu nous présentes un 2022 quand en 2023, on a un tout nouveau modèle? Ben, il n'y en a pas de 2023 encore. Je suis allé voir sur AutoUpdate, il n'y en a aucun à vendre en ce moment. Et pour être bien franc, ben, ça m'étonnerait bien gros qu'on ait un 2023 cette année, puisque Ford priorise les États-Unis et qu'ils ont beaucoup de 2022 en stock. Il y avait eu une pénurie d'ordinateurs qui a fait que Ford a continué de produire des véhicules, mais ne pouvait pas les vendre puisqu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Et donc, Ford offre encore le 2022 cette année. Et même s'ils annoncent sur leur site le 2023, ben, je serais vraiment surpris d'en voir un cette année. Là, vous dites, ouais, c'est plate, on ne pourra pas avoir le nouveau modèle, mais au moins, ils vont nous faire des rabais, on va avoir un prix très intéressant. Ils ne font même pas de rabais. C'est plein prix à l'année. Donc maintenant, parlons de c'est quoi un Ford F250. On a environ 30 de l'auditoire à CarPop QC qui est française, qui viennent de France, et ils regardent ça et se disent « C'est quoi cette grosse affaire-là? » Bien, je vais vous expliquer. Comme vous savez, vous, en Europe, vous avez des camionnettes qu'on appelle ici des 1/4 de tonne, des camionnettes intermédiaires comme le Toyota Hilux et le Nissan Navara, qui dans le fond ici est le Toyota Tacoma et le Nissan Frontier. Nous autres, en Amérique du Nord, on a des plus gros pick-up. Au-dessus de ça, on a les 1 demi-tonne, comme le Ram 1500 que j'ai présenté il y a quelques semaines. On a aussi le Ford F-150, Chevrolet Silverado. C'est des véhicules qui ont des châssis d'1 demi-tonne, donc à peu près le double de capacité d'une camionnette intermédiaire. Et au-dessus de ça, nous autres, en Amérique du Nord, on a ce qu'on appelle les gammes Heavy Duty pour le gros travail, comme on a ici. Donc, on tombe dans le 2500, 3500, on tombe dans des châssis de 3/4 de tonne, 1 tonne et même 1 tonne et 1/4. Après ça, on tombe dans ce qu'on appelle des camions et ça prend un minimum un permis classe 3 pour les conduire. Donc ici, j'ai un pick-up, une camionnette avec un châssis 3/4 de tonne. Et comme vous pouvez voir, c'est énorme. Ford a commencé à produire des camionnettes Heavy Duty autour de 1948, en même temps qu'il a commencé à produire la série F de Ford. En 1999, Ford change le nom de sa gamme de camionnettes Heavy Duty pour Super Duty. Parce que qu'est-ce qui est mieux que Heavy Duty? Super Duty. Mais au final, c'est comparable à la compétition. Et donc ici, on a la 4e génération de camionnettes Super Duty de Ford qui est arrivée en 2017. Aujourd'hui, ce que je vous propose, on va faire le tour du véhicule. Je vais vous présenter ses forces, ses faiblesses, vous montrer c'est quoi le véhicule et on va faire un essai routier. À la fin, on va s'asseoir et jaser prix. Avant de commencer, j'aimerais remercier énormément le propriétaire du véhicule de me laisser essayer son véhicule. C'est super apprécié. Et si je peux essayer votre véhicule, envoyez-moi un courriel à l'adresse en bas. Je recherche des véhicules. Vous pouvez me proposer n'importe quoi. Pas obligé que ce soit un véhicule neuf. Si tu as le Chrysler PT Cruiser turbo décapotable de Marie-Chantal Toupin, c'est sûr que je me pointe chez vous l'essayer. Donc, écrivez-moi, j'attends de vos nouvelles. Comme à l'habitude, débutons par parler de l'extérieur du véhicule. Qui dit camionnette HD dit grosseur démesurée et le Ford F250, ben ça fait aucunement exception à ça, c'est gigantesque. Le véhicule est tellement gros que j'ai pas le choix de faire l'avant en deux parties. Comme vous pouvez voir sur le toit, on a 5 lumières, c'est 5 lumières oranges, c'est obligatoire en Amérique du Nord si ton véhicule fait plus de 2,10 m de large. Donc, ça vous donne une idée des proportions. Ensuite, le capot a plusieurs bosses dedans qui viennent augmenter le look musclé. On a écrit sur le capot, d'ailleurs, très gros « Super Duty ». La calandre, elle est gigantesque et sur la modèle XLT, je la trouve très belle. Elle est très bien conçue, mais sur d'autres modèles, je trouve qu'elle a l'air d'une clôture de jardin. Et on a un gigantesque logo Ford qui est gros comme mon torse quasiment. C'est énorme. Si tu te fais foncer dedans, c'est sûr que tu vas l'avoir tatoué sur le cœur. Les phares avant sont gigantesques. Écoute, ils mesurent environ 30 cm de haut. C'est ridicule, c'est énorme. Le pare-choc, comme vous pouvez voir, il est gigantesque. Il est en métal. C'est un pare-choc solide. Il y en a des gros crochets après pour pouvoir tirer des charges. Et on remarque aussi qu'on a des fils électriques et un attelage dans le bas du véhicule. C'est parce que ce véhicule-là fait du déneigement
On met une charrue en avant et on va déneiger des entrées avec ce véhicule-là. C'est à ce point-là puissant. Sur le côté, comme vous pouvez voir, la démesure continue, le véhicule mesure 6,35 mètres. Et on peut voir aussi que c'est assez carré sur le côté, c'est assez simple. On a quelques petites arrondis autour des ailes, mais sinon, c'est assez carré, merci. Petit détail intéressant, la fenêtre ici, c'est très pratique. Ça nous permet de mieux voir le miroir et mieux de voir sur le côté du véhicule grâce à cette espèce de forme ici qui vient vraiment dégager la visibilité. Sinon, les marchepieds sont en option et ça devrait être obligatoire parce que quand vient le temps d'embarquer dans le véhicule, ben c'est ça. Je mesure 6 pieds, hein? Sur le côté du F250, on peut trouver le logo dans une genre de trappe d'air et il est écrit XLT. XLT, dans le cas qui nous concerne, c'est la version du F250 qu'on a. Dans le fond, XLT, c'est un genre de camion de travail avec quelques commodités qui viennent bonifier la vie de tous les jours. Parlons au miroir maintenant. C'est mon visage, c'est le miroir. Un autre affaire que tu ne veux pas avoir d'en face. Sur ce véhicule-ci, on a le Tow Package parce qu'il ne vient pas avec le kit de remorquage de base. Ford, je ne vous comprends pas des fois. Donc, on a des miroirs de remorquage ici. Ces miroirs-là sont à commande électronique et se déploient plus loin afin de nous aider lorsqu'on remorque. Ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité avec des miroirs plus déployés. Et ensuite, on repèse sur le bouton et le miroir re-rentre. On a aussi intégré au miroir une petite lumière ici. On la voit très peu à cause qu'on est au soleil. Mais on a une petite lumière qui est très pratique puisqu'elle vient éclairer les environs du véhicule et ça peut être assez pratique lorsqu'on travaille à l'extérieur. Côté tenue et roue, comme vous pouvez voir, on a 8 vis pour tenir la roue. C'est à ce point-là conçu pour travailler. On a 8 vis pour tenir la roue. Et on a aussi, comme vous pouvez voir au centre, un système pour venir barrer le différentiel avant lorsqu'on est pris. Côté dimension, on a du LT 275 65 R18. C'est assez dispendieux à remplacer et c'est des pneus qui sont conçus pour travailler, mais c'est dans la moyenne de la catégorie. On a aussi 2 énormes pots d'échappement que je peux rentrer quasiment mon poing dedans. C'est vraiment démesuré comme pot d'échappement. Tu verras pas ça sur une Civic 95, mettons. À l'arrière, c'est encore très simple, très carré. Il est écrit « Super Duty » en gros, ce qui veut dire « très sale » en français. Ah non, ça, c'est dirty. En tout cas, il est écrit Super Duty à l'arrière. On a encore un énorme logo Ford et on a un gros pare-choc qu'on peut grimper dessus, très solide en métal. Et on a aussi l'attache remorque, sans oublier qu'à la place de la plaque d'immatriculation, le propriétaire met toujours une photo d'un panda. C'est vraiment beau, un panda, OK? Parlons boîte maintenant sur le Ford F250 Super Duty. La tailgate tombe encore. Toyota est arrivé avec une tailgate qui ne tombe pas en 2007. Ce serait peut-être temps que vous l'ayez, là, tu sais. Il serait temps. Ici, on a une boîte de 6 pieds 3 quarts, ou beaucoup de mètres. Et comme vous pouvez voir, la boîte, elle est énorme. On a plusieurs points d'ancrage. On a un tonneau cover. C'est vraiment une boîte pratique. Vraiment rien à dire là-dessus. À l'arrière du Ford Super Duty, comme vous pouvez voir, j'ai énormément de dégagement pour les jambes et pour la tête. Franchement, c'est ridicule. Par contre, j'ai pas beaucoup d'espace sur les côtés parce que je tente 2 sièges d'enfant. C'est ça la force des pick-up Super Duty, c'est qu'on peut quand même s'en servir comme outil de travail très lourd, tout comme s'en servir comme véhicule familial. La présentation intérieure est réussie, la qualité des matériaux est bonne et robuste et la qualité d'assemblage est très bonne aussi. Dans le tableau de bord, on trouve un paquet de petits outils pratiques pour travailler. On a des infos sur le remorquage, on a des infos sur le hors-route, trajet, carburant, mode affichage, etc., etc. Vraiment beaucoup de choses assez intéressantes et assez faciles à utiliser. D'ailleurs aussi, on utilise les boutons sur le volant. Rien à dire là-dessus. On a un levier de vitesse à colonne que beaucoup de gens trouvent que c'est arriéré, dépassé, que ça n'a pas sa place. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je trouve que ça augmente l'ergonomie du véhicule. Ça libère l'espace au centre de la console centrale et je trouve ça vraiment plus pratique qu'un levier de vitesse dans la console centrale qui vient prendre de la place. D'ailleurs, au bout de ce levier de vitesse, on a le bouton pour changer les modes de conduite. On a le mode normal, remorquage, éco, glissant et sable et neige profonde, qui est à ce moment-là des modes de conduite hors route. Et résultat, grâce à cet espace libéré, on a une 6e place assise dans ce camion, ce qui est fantastique.
Par contre, en cas d'accident, vous n'avez pas d'airbag, donc ça va cogner. L'écran de 7 pouces est standard dans le modèle XLT. De base, c'est 4 pouces, qui est beaucoup trop petit. Et en option, on peut avoir un écran de 13 pouces. Quelque chose que je trouve dommage, par contre, c'est qu'étant donné qu'on a un XLT pas trop équipé, on n'a pas beaucoup d'applications de travail comme Ford en offre. Comme en option, on peut avoir les balances dans la boîte, Pro Trailer Backup Assist, c'est toutes sortes d'options qui nous permettent de rendre le travail plus facile. Ici, on ne les a pas malheureusement. À côté du volant, on a le système 4x4, donc pour la vie de tous les jours, c'est un véhicule qui est propulsion. On peut le mettre en 4 high, 4 low comme tous les pick-up. Et on peut tirer sur la roulette ici et barrer le différentiel arrière, ce qui est vraiment pratique. Et juste en dessous, on a le système pour contrôler la puissance de freinage de notre remorque. Encore un outil très pratique, surtout lorsque vient le temps de remorquer et qu'on a des freins sur la remorque. En dessous du système d'infodivertissement, on a le système de climatisation, super facile à utiliser, rien à dire dessus. Vraiment, tout est là, tout est simple. Son seul défaut, je dirais, c'est qu'il est trop bas dans la console centrale. On aimerait ça qu'il soit un peu plus haut. On quitte vraiment les yeux de la route. Dessous le système de climatisation, on a une prise USB, USB-C et on a une prise à cigarette. Et de l'autre côté, côté passager, on a une prise 12 volts encore une fois et une prise 400 watts régulière, donc des accessoires extrêmement pratiques. Donc, sous le capot du F250, on a 3 choix de moteur. Le premier, c'est un V8 à essence de 6,2 litres de 385 chevaux, 430 livres-pieds de coupe. Une seule transmission offerte avec ce moteur-là, c'est une automatique à 6 rapports. Le deuxième, c'est un V8 à essence conçu exprès pour travailler et qui est conçu pour avoir un maximum d'économie de carburant en travaillant. C'est un V8 7,3 litres de 430 chevaux, 475 livres-pieds de coupe. Je suis en train de vous dire qu'un 7,3 litres est conçu pour être économique. Ouais, c'est un peu bizarre. Ce moteur-là est relié à une transmission à 10 rapports. Ce que je trouve bizarre chez Ford, c'est que ce moteur 7,3 litres-là a été conçu pour être économique en travaillant, mais le moteur qui est au-dessus est juste vraiment supérieur pour économiser du carburant en travaillant. Et d'ailleurs, c'est le moteur qui est caché en dessous de tout ça parce que les normes environnementales rendent ça vraiment compliqué. Donc ici, on a un V8 6,7 litres turbo diesel. Là, les gens en Europe sont en train de capoter. Je vous parle d'un moteur de 6,7 litres turbo diesel. C'est énorme. On a 475 chevaux, 1050 livres-pieds de couple. C'est ridicule. C'est environ 1400 Nm de couple. C'est ridicule. Ce moteur-là aussi est relié à une transmission 10 rapports. La raison pourquoi Ford a sorti le 7.3, en fait, c'est qu'il y a moins en moins de gens qui achètent les nouveaux moteurs turbo-diesel à cause des normes environnementales qui viennent vraiment affecter la durée de vie de ces moteurs-là. Les systèmes d'antipollution sont rendus vraiment complexes et peu fiables et viennent vraiment désaltérer la durée de vie des moteurs. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de monde qui se tourne à nouveau vers les moteurs à essence dans ces véhicules-là. La recommandation CarPop est assez controversée. Quand la garantie finit, enlevez tout. Enlevez tous les systèmes antipollution, gardez seulement les catalyseurs. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment permettre au moteur de vivre une très longue vie. En fait, il y a un Américain qui a fait le test. Il roule énormément, il fait du transport. Et il a pris un Ford F350 2010 et il a fait 400 000 milles avec son véhicule avant que le moteur lâche. Il avait toutes les antipollutions dessus. Ensuite, il a racheté le même véhicule, mais un peu plus récent, mais la même mécanique, avec un kilométrage similaire au moment de l'achat. Il a enlevé tous les antipollutions et il a fait 1,3 million de milles et le moteur fonctionnait encore. Donc, malheureusement, les nouveaux systèmes antipollution affectent vraiment la durée de vie de ces moteurs-là. Et vraiment, on regarde ça, c'est vraiment compliqué. Il y a des tuyaux partout, il y a des fils partout, on capote. Il y a 2 alternateurs, 2 batteries. Ça, c'est des options que le propriétaire a rajoutées pour pouvoir travailler, mais c'est des options que Ford offre. Et vraiment, c'est toutes des choses qu'on regarde et on fait comme... Je veux dire, c'est vraiment complexe, là. Je fais juste regarder et j'ai le goût de pleurer, là. On a à l'avant une suspension à essieu rigide avec des ressorts hélicoïdaux. Et celui-ci a le pack chasse-neige, donc la suspension avant est un peu plus raide pour éviter que le devant s'écrase lorsqu'on met une charrue en avant. Et on a à l'arrière un autre essieu-rigide, mais cette fois-ci avec des ressorts à lame pour pouvoir charger vraiment le véhicule énormément.
On a aussi des freins à disque aux 4 coins pour le freinage. Avec le bon attelage, Ford annonce une capacité de remorquage allant jusqu'à 22 000 livres. C'est énorme! Et une capacité de chargement dans la boîte d'environ 4 200 livres. Ça, c'est à peu près 2 tonnes. C'est ridicule. Par contre, recommandation CarPop QC, remorqué au-dessus de 15-16 000 livres avec un pick-up heavy duty, ça commence à être assez dangereux. La charge peut encore une fois prendre le dessus du véhicule. Et dans la boîte, on vous dirait pas plus que 3 500 livres pour des raisons de sécurité, encore une fois. Devenir un homme, conduire le Ford F250 avec un chien. Donc, ça se conduit comme à peu près n'importe quelle camionnette, mais plus gros. Donc, c'est très gros, très lourd. Étant donné que c'est conçu pour travailler, la suspension est plus raide, mais on est quand même assez confortable. Je m'attendais à ce que ça brasse plus. Le volant, très mou, pas très précis. Et côté virage, maniabilité du véhicule, c'est 0 puis une barre, comme à peu près n'importe quel camion Ford, mais surtout aux dimensions qu'on a. C'est pas très maniable. La sonorisation est excellente, on est bien isolé de la route, on entend quand même les véhicules auto, on entend les pneus, mais c'est pas très perfectible, c'est pas désagréable du tout. Côté visibilité, la visibilité latérale est excellente aussi avec la fameuse fenêtre que j'ai parlé plus tôt. Par contre, à l'avant, on voit vraiment pas où est-ce que le devant finit. C'est vraiment une lacune là-dessus quand il va venir le temps de faire des manœuvres de stationnement. C'est très juste. À l'arrière, ben, on a quasiment 4 mètres en arrière de nous, fait qu'on voit pas où est-ce que la boîte finit, malheureusement, mais on a une caméra de recul pour ça. Côté mécanique, pour la vie de tous les jours, ben 6.7 turbo diesel, aucune difficulté à se déplacer. La transition 10 vitesses travaille très bien. Vraiment rien à dire dessus, ça va vraiment très bien. En accélération, ça y va, ça y va. 1050 livres pieds de coupe, hein? OK, ça y va. Je m'attendais pas à ce que ça se dégosse autant que ça, là. C'est très linéaire aussi, quand l'antipatinage arrête de s'en mêler. On va réessayer une accélération en 4x4 antipatinage débarqué. C'est impressionnant. Je dirais que la transmission, on dirait qu'elle hésite un peu. Oh shit! Premièrement, c'est gros, fait qu'on se rend vraiment pas compte de la vitesse qu'on accélère. Et deuxièmement, je dirais que de 0 à 100, la transmission, elle hésite beaucoup. Et rendu à 100, là, la puissance te kick d'en face. Mais la transmission a hésité quand même pas mal parce avec 10 vitesses, les vitesses sont très courtes et la transmission fait juste changer de vitesse, changer de vitesse, changer de vitesse. Et rendu à 100, là, wow, là, ça part. Le freinage est moyen, disons. La pédale n'a pas un feeling très rassurant. Il faut vraiment appuyer fort pour que le véhicule commence à freiner avec vivacité. Le freinage manque initialement de mordant. Au final, le F250 fait un excellent travail pour la vie de tous les jours, mais on n'enlèvera pas qu'à l'origine, c'est conçu pour le travail et vraiment, on ne peut pas changer ça. On va toujours s'en rendre compte avec la suspension qui nous fait sentir sa présence et les dimensions qui sont complètement démesurées. Donc, la conclusion du Ford F250 XLT 2022. Ça fait vraiment bizarre de parler de véhicules comme ça quand j'ai passé la majorité du week-end au salon du véhicule électrique. Donc, tout d'abord, consommation de carburant, j'en ai pas parlé durant l'essai. Les gens font en moyenne 14,4 litres au 100 km avec le 6,7 diesel, ce qui n'est pas à négliger de nos jours avec le prix du diesel qui est au-dessus du 2 $. À 2 $, ça veut dire que ça coûte environ 29 $ au 100 km à rouler. Ouch! Plus l'urée, plus l'entretien du véhicule. C'est un véhicule qui a un énorme coût d'utilisation, d'où encore une fois probablement la raison pour laquelle le 7,3 litres est arrivé. Maintenant, parlons prix. Tout d'abord, je tiens à préciser, je ne suis pas le plus grand expert des pick-up heavy duty et j'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas essayé de GM 2500, 3500. J'ai pas essayé de GM HD, j'ai pas essayé de Ram HD, j'ai juste essayé des Ford. J'ai juste eu l'occasion de conduire des Ford parce que U-Haul. Et donc, en gros, c'est pas une catégorie de véhicules que je m'y connais beaucoup. Donc, je peux pas dire que je suis un spécialiste là-dedans. Donc, tout d'abord, parlons un peu inflation. Cette génération de F250-là, de Ford Super Duty, est arrivée en 2017.
Et lorsqu'il est arrivé en 2017, pour un modèle XLT, turbo diesel comme on avait, sans les options, on était environ 64 à 65 000 $. Je n'ai pas réussi à trouver le prix exact, mais environ 64 à 65 000 $. Aujourd'hui, avant option, celui qu'on avait à l'essai est environ 77 500 $. On a eu une augmentation de prix d'environ 12 000 $ en 5 ans, et pourtant, le véhicule, je veux dire, plus qu'il avance dans le temps, moins il coûte cher à produire. C'est assez spécial. Maintenant, la version qu'on avait à l'essai, avec les quelques options qu'elle avait, le pack chasse-neige, le tow package, je ne comprends toujours pas pourquoi c'est une option, et les quelques petites commodités d'extra qu'on avait, on est à environ 90 000 $ avec taxes. C'est un pick-up avec des options très basiques pour la vie de tous les jours, là. C'est vraiment dispendieux. Je veux dire, on parle de 90 000 $ et on a un plancher en plastique. On n'a même pas de tapis de sol. C'est un plancher en plastique. C'est vraiment dispendieux. Et lorsqu'on regarde la compétition, on se réalise que la compétition est dans les mêmes prix aussi. D'ailleurs, la compétition aussi offre encore du 2022 et 2023, c'est en commande, on est en attente. Je ne sais pas ce qui se passe dans le domaine de la camionnette HD, mais on dirait que cette année, le Canada va juste avoir du 2022. Moi, personnellement, si j'avais à m'acheter une camionnette HD, j'irais pour la Ford pour 2 raisons. Il y en a des capacités supérieures, mais Ford sont quand même optimistes sur leurs capacités. Donc, à mon avis, ça devrait être assez semblable, mais peu importe. Et ils ont plus de puissance. Si on compare Ford avec le Ram, on le sait que le Ram, le moteur commun, c'est le moteur de la catégorie. C'est de loin le meilleur. Par contre, le Ram a une suspension à ressort hélicoïdaux à l'arrière, alors que le Ford a les lames. Et dans le 2500, le Ram est beaucoup moins puissant. Il est limité à 850 livres-pieds de coupe contre 1050 chez Ford. Maintenant, chez GM, on a l'avantage de la transmission. On a la transmission Allison, qui est probablement la meilleure transmission de la catégorie, mais on est moins puissant encore une fois. On a 910 livres-pieds de coupe contre 1050. Et en termes de capacité de travail, le GM est assez comparable au Ford, mais étant donné que c'est un véhicule qu'on travaille, plus qu'on a de puissance, moins le véhicule va être stressé. Donc, c'est pour ça que j'irais vers le Ford dans le 2500. Maintenant, il y a plusieurs autres versions du F250 qui sont disponibles. Je pense entre autres au Limited, qui est la version tout équipée de luxe, au King Ranch, au Platinum, et j'en passe. Et après ça, il y a un paquet d'autres options, ça n'arrête pas. Et je me suis amusé un peu avec le configurateur et j'ai pu monter un F-150 Limited, donc tout équipé, avec un paquet d'options. J'ai pu monter ça avec les taxes environ 150 000 $ pour un outil de travail. C'est incroyable, là. Vous avez vraiment du choix. Et chez la compétition, c'est pas mieux. Vous pouvez aller avec un GMC Denali, un Ram Longhorn. Vous avez du choix à pu finir et des panoplies de versions, Tremor pour aller dans le bois, etc., etc. Donc, c'est des véhicules qui sont très versatiles, mais qu'il faut faire très attention au prix parce que ça grimpe rapidement parce qu'on a beaucoup d'options. Mais en même temps, c'est des véhicules de travail qui sont éprouvés, qui sont robustes et qui ont fait leurs preuves et qui sont assez uniques. C'est des produits seulement offerts en Amérique du Nord. Et donc, en gros, je recommande le Ford Super Duty.